sous une pluie battante, tandis que Napoléon, dépité, s'embarquait à Hyères vers l'île d'Elbe, où il avait été assigné à résidence par l'Europe unie contre lui, à Paris, ce jour-là, un soleil magnifique éclatait au-dessus d'une foule dense où foisonnaient les cocardes blanches. Des canons, de fusils, de 20 000 gardes nationaux jaillissaient des fleurs de lys. Louis XVIII, officiellement reconnu roi de France, faisait son entrée dans la capitale. Nous étions le 3 mai 1814. La cérémonie était grandiose et solennelle, mais elle manquait un tantinet d'enthousiasme. Les applaudissements étaient mesurés et contraints, comme si le peuple de Paris paraissait se défier de ces inconnus assez peu décoratifs. La raideur de la duchesse d'Angoulême, Madame Royale, l'infortunée fille de Louis XVI, seule rescapée du Temple, cuirassée d'une robe lamée d'argent et coiffée d'un bonnet ridicule, souleva une impopularité spontanée. De même que son époux, fâcheusement costumé en général anglais. Quant au vieux Condé et à son fils le duc de Bourbon, ils semblaient, par leur vêture, leurs allures et leurs manières, des revenants des siècles passés. En revanche, le roi, en grand uniforme de maréchal de France, fit quelque effet lorsqu'il salua de son colossal bicorne. Mais l'illusion fut de courte durée. Le frère de Louis XVI a alors tout juste 60 ans, mais il en paraît bien plus. Il est obèse, impotent, et au fil des années, sa santé se dégradera. Bientôt, il ne quittera plus son fauteuil roulant, conçu et fabriqué spécialement pour lui. Il faudra au moins 2 hommes solides pour l'y installer et l'en extraire. Quand il leur arrivait de le laisser retomber sans avoir pu le déplacer, la cour appelait cela « manquer le roi ». Ce ne sont pas les pieds, mais la tête qui fait un roi, se plaisait souvent à répéter, s'inspirant d'Horace, celui que l'on appellera de plus en plus souvent le roi fauteuil. Et il faut reconnaître que Louis XVIII avait l'esprit alerte, de la finesse et un solide bon sens. Il voulait une politique libérale face aux ultra-réactionnaires de son frère, le comte d'Artois, et l'un de ses premiers gestes politiques sera d'octroyer une charte aux Français, charte qui définissait une monarchie forte, mais aussi libérale. Il s'efforcera, durant tout son règne, de réconcilier les Français, les nostalgiques de l'Ancien Régime et ceux qui se disaient les héritiers de la Grande Révolution. Le roi fauteuil, ou le gros Louis, était pragmatique et réaliste, et il savait que seule une monarchie constitutionnelle avait alors des chances de marcher en France et d'éviter une guerre civile. Ces premières mesures, assez libérales, seront d'ailleurs bien accueillies par la population. Mais au fil des années, il sera de plus en plus diminué physiquement, et ceux qui, dans son entourage, s'opposaient à ses idées novatrices, profiteront de sa faiblesse pour imposer leur volonté. Louis XVIII, toutefois, ne fut pas toujours le roi adipeux, impotent, accablé de gouttes, dont la Restauration nous a laissé l'image. Avant de se proclamer roi, à la mort au temple de son neveu, l'enfant roi Louis XVII, il était comte de Provence, et dans tout le Midi, il jouissait d'une formidable popularité. Il avait beaucoup de prestance, un sourire bienveillant, était proche du peuple et manifestait une réelle empathie envers les gens les plus humbles. Son voyage en juin 1777 en Provence, qui représentait un peu pour lui la terre promise, sa terre promise, fut sans doute l'un des moments les plus heureux de sa vie. À Marseille,
Comme il mangea une énorme quantité de coquillages et de crustacés, on craignit qu'il finisse par se rendre malade. Mais il rassura aussitôt ceux qui s'inquiétaient pour lui, en affirmant, en riant, qu'il n'y avait rien de mauvais en Provence. De ce voyage date sans doute l'amour immodéré de Louis XVIII pour les coquillages, qui fit qu'en 1815, lorsqu'il se réfugia à Gand, on l'affubla du surnom Louis des huîtres. Lorsqu'il quitta Marseille, à regret, il assura qu'il reviendrait, et cria, la voix étranglée par des sanglots, « Vive Marseille et les Marseillais !» Mais, même installé sur le trône, il ne parviendra pas à tenir sa promesse. Il ne reviendra jamais à Marseille.